va démarrer. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci, monsieur le maire de Boug, de nous accueillir, puisque ce soir, c'est une initiative de la GRS, donc la gauche républicaine et socialiste. La gauche républicaine et socialiste était partenaire du Parti communiste et dans le cadre de la fédération de la gauche républicaine avec le MRC, les radicaux de gauche, l'engagement était sur la liste donc de Léon Desfontaines en 2024 pour les européennes. Donc nous continuons finalement ce partenariat, cette collaboration fructueuse. Et donc depuis cette année, la gauche républicaine et socialiste dans les Landes a créé une initiative que nous avons appelée Éclairage. C'est un clin d'œil aux Lumières. Ce n'est pas par hasard qu'il y a ce nom à cette initiative. Et le premier cycle de conférences-débats porte sur un thème un peu provocateur finalement. Être de gauche, c'est quoi? Puisque pour beaucoup de gens, soit le clivage gauche-droite n'existe plus, soit il faut le dépasser, le contourner, alors qu'on se rend compte au contraire que ce clivage existe, est important et même qu'il revient aujourd'hui. Il est important parce qu'il y a des marqueurs vraiment de gauche ou des marqueurs de droite. Il y a aussi des valeurs. Et voilà, c'est quand même important. Mais du coup, les gens peuvent se dire, mais la gauche, finalement, c'est quoi? Puisqu'on sait très bien qu'il peut y avoir des concepts qui sont instrumentalisés, voire captés par d'autres partis politiques, a priori pas vraiment de gauche. Et donc, on a démarré en décembre par une conférence qui était à Saint-Paul-les-Dax, par l'économiste David Kaila sur la gauche, comment peut-elle combattre le néolibéralisme, puisqu'une partie a pu accepter, voire accompagner, voire initier le néolibéralisme. Ensuite, en février et en mars, deux conférences sur le même thème que j'avais animé sur la laïcité, où c'était donc la gauche défend la laïcité. Être de gauche, c'est être laïque, même si de nos jours, on sait, hélas, que l'extrême droite et la droite instrumentalisent et dévoient ce thème, mais aussi une partie de la gauche ne la comprend plus. Donc, on doit reporter ce principe de laïcité. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre donc, au logement, à la fois sous le gouvernement Bérégovoy et puis un peu plus tard sous le gouvernement Jospin. Marie-Noëlle Lienemann est la coordonnatrice nationale de la GRS, l'animateur national étant, vous le connaissez je pense, Emmanuel Morel, qui est député du Val d'Oise, après avoir été longtemps député européen. Marie-Noëlle a aussi été députée européenne. Elle est également membre du Conseil économique, social et environnemental. Voilà. J'ai quitté le Sénat il y a un an. Voilà. Et j'allais le dire, voilà, elle est ancienne sénatrice depuis donc, enfin, jusqu'en 2023. Donc ce soir, c'est aussi un thème. Alors je sais que ici, Gascogne, tu as interviewé mercredi, en commençant en disant, mais finalement c'est un cliché cette phrase, la gauche défend le service public ou les services publics. On a mis le mot, enfin le S entre parenthèses, parce qu'en fait, il y a la valeur, le principe de service public qui se décline en plusieurs services publics. Mais non, c'est pas cliché, parce que parfois, la gauche a pu oublier aussi, ou une partie de la gauche a pu oublier qu'elle doit défendre le ou les services publics. Donc, on va laisser Marie-Noëlle nous expliquer en quoi, justement, et comment surtout. Parce qu'il n'y a pas que... faire l'historique et redire en quoi c'est important, mais comment se remparer et être porteur d'un imaginaire et d'un possible pour les gens, parce que certains sont désemparés et se disent que finalement ça ne sert plus à rien de voter, ou ça ne sert plus à rien de voter de gauche, puisque gauche-droite c'est finalement pareil. On va laisser d'abord, avant de laisser la place à Marie-Noëlle, la parole au maire de Boug, Jean-Guy Bachet. Je renouvelle mes remerciements, parce qu'en tant que maire d'un petit village, donc il est au cœur de la vie, des relations avec les gens, et peut-être aussi, quand les services publics s'en vont, eh bien, les villages sont impactés en premier, les villes aussi, mais les villages, quand une école meurt, le village meurt. Donc il va nous expliquer en quoi Boug peut être symbolique, révélateur, et comment justement redonner sens au service public. Merci.
Oui, Madame la Ministre, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir dans mon village. Voilà, Céline, elle dit petit village, moi je dis village. Voilà. Exactement. Il n'y a pas de petites communes, voilà. Il n'y a que des communes de petite taille. Donc, c'est vrai qu'un maire est toujours confronté à un service public. Et je le disais à France Bleu, j'ai été témoin de la fermeture durant ma carrière de 4 gendarmeries dans les Landes. Donc, entre 2003 et 2010. Et je l'expliquais, je disais que derrière la fermeture de gendarmerie, il y a des hommes, des femmes, à qui on n'a rien demandé, et puis on a dit du jour au lendemain, mais vous êtes muté à tel endroit. Et lorsqu'on perd une gendarmerie, on perd des familles, on perd des gens qui consomment sur place, et puis surtout on perd des enfants qui vont à l'école. Et ça m'a toujours interpellé. Alors certes, en 2023, il y a eu un grand mouvement, et la gendarmerie s'est dit, on a perdu pied dans les campagnes, et dans les années 2000, on a fermé 500 gendarmeries, et on a annoncé l'ouverture de 238 gendarmeries dans toute la France. Et c'est vrai qu'ici dans les Landes, on va en avoir une, à Montliette-Séma, où Madame la Ministre venait en vacances souvent. Donc d'ici 6 ans ou 7 ans, il y aura une gendarmerie à Montliette-Séma. Donc 4 fermées, une ouverture. Bon. Mais il a fallu attendre 20 ans pour raisonner autrement. Parce que qu'est-ce qui nous gêne ici dans les campagnes? C'est cette petite délinquance que l'on rencontre et qu'avant, on n'avait pas. Mais voilà, la gendarmerie a perdu pied dans nos campagnes et c'est malheureux. Et ce qui m'a mis le plus en colère, c'est tout récemment, c'est lorsqu'on a annoncé la venue du ministre de l'Intérieur, ici à Mont-de-Marsan, pour inaugurer un bureau de police municipal. C'est ça qui m'a mis en colère le plus, et France Bleu ne m'a pas interviewé sur ça, mais voilà, c'est ma colère. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un ministre vient inaugurer un bureau de police municipal, c'est l'abandon, ni plus ni moins, d'une fonction régalienne de l'État, c'est la sécurité pour tous les citoyens. Comment moi, ici, maire de la commune de Bourg, je peux dire à mes habitants, eh bien vous n'aurez pas droit à autant de sécurité qu'à Mont-de-Marsan, puisqu'il y aura la police nationale et la police municipale. Et ça m'a mis énormément en colère, cet abandon d'une mission régalienne. Voilà, donc je le disais également, on a mis en place quelque chose que je valide énormément, c'est les bureaux France Service ou les bus France Service. Je le dis et je le répète, c'est quelque chose, c'est un service qui marche. Mais à partir du moment où on a mis ça en place, on a cautionné tous la fermeture de tous les services administratifs. Voilà. Les filles, enfin, les employés de ces services-là, Bus France Service et Maison France Service, font un boulot exceptionnel. Elles maîtrisent parfaitement leur boulot. Elles ont leur entrée dans toutes les administrations. Mais pour nous, la porte de l'administration s'est fermée à jamais. Donc je vous laisse le micro, Madame la Ministre. Voilà, d'abord, je vais sortir, j'ai des problèmes de cordes vocales. Donc, j'ai été opérée. Voilà. Donc, d'abord, vous dire que j'ai un grand plaisir d'être avec vous. D'abord parce que j'aime les Landes, mais j'aime aussi les Landais. Et je suis très contente d'accompagner mes camarades de la gauche républicaine et socialiste, Céline, Antoine, et par ailleurs les amis du Parti communiste avec qui on a mené une belle campagne européenne qui, hélas, n'a pas permis d'obtenir un score mirobolant. Mais on voit bien les difficultés de la gauche aujourd'hui. Emmanuel Morel siège au groupe, je ne sais plus comment il s'appelle, GRDS Kanaki, qui était présidé jusqu'à il y a peu par André Chassaigne et qui est maintenant co-présidé par Stéphane Peu et puis une députée de La Réunion, je crois, qui co-préside. Alors moi, je suis très heureuse qu'on discute du sujet de service public parce que c'est à la fois la tarte à la crème et à la fois un sujet extrêmement
dangereux dans la mesure où on voit que la remise en cause du rôle de l'État et des services publics va s'accélérer dans les années qui viennent. C'est moi qui fais ce bruit? Ah, c'est toi. J'ai reconnu ta tondeuse. Voilà. C'est pas mon tour, c'est mon Harley Davidson. C'est ton... Ah bon. Une tondeuse. Bon. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, les menaces existent depuis longtemps et ça va s'accélérer. Je voudrais d'abord reprendre le concept de service public parce que quand même, depuis le début, le concept de service public, il est porté par la gauche dans la République. C'est la gauche qui porte le service public. Et effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale et la libération, l'alliance des gaullistes, des communistes, des résistants et du CNR a fait que ce concept a été plus partagé. Mais plus le temps passe, plus la droite revient à ces vieilles théories du libéralisme économique. Les premiers concepts de service public, finalement, ils apparaissent tout de suite à la libération. Pas la libération, ils arrivent dans les années 1900. À vrai dire, il y avait déjà eu le premier service public, c'est Philippe le Bel qui l'a créé, c'est la Poste. Et ce service public, il l'a créé au nom de l'intérêt national. Ce n'est pas au nom de l'égalité des citoyens, ce n'était pas leur sujet, mais au nom de l'indépendance nationale, il fallait que le courrier ne soit pas contrôlé par d'autres puissances que le pouvoir royal, et puis par extension, ça a été un peu plus... La Révolution française a aussi nationalisé un certain nombre de services. Par exemple, il a nationalisé les hôpitaux. Bref, on a les premiers grands services publics, c'est quand même historiquement la Poste et l'école publique, donc les années 1800 et quelques. Et à l'époque, ce concept de service public, il naît autour de deux piliers. Le premier pilier, c'est l'intérêt général doit être porté par l'État et les services publics. Et deuxièmement, il doit contribuer à l'égalité des citoyens. C'est en particulier l'objectif de l'école publique. Mais le concept va mettre un certain temps avant de se développer. Parce que globalement, la droite républicaine, elle considère que l'État doit s'occuper du régalien, il s'en occupe même plus vraiment bien, hein, police, justice, armée, et que pour le reste, le marché, l'initiative privée doit pouvoir faire son œuvre. Ce qui est étonnant, c'est que dans les prémices de la gauche dans les années 1900, par exemple, quelqu'un comme Léon Blum, qui est conseiller d'État, donc est obligé de faire des commentaires sur les lois. Il explique très bien dans les textes qu'on trouve, et on voit, il n'y a pas que lui comme conseiller d'État de gauche, hein, qui explique qu'il est important d'étendre la notion d'intervention de la puissance publique et de l'État au-delà du régalien. Il dit ce que l'État doit perdre en majesté et en force, en grandeur, il doit le gagner en prise en compte des soucis des citoyens et d'améliorer leur protection, leur vie. C'est-à-dire, on voit que le concept de république sociale commence à prospérer. Et le concept de république sociale et le concept de service public sont intimement liés. Après, il y a le Front populaire. Au moment du Front populaire, ce n'est pas un des slogans qu'on trouve défendre des services publics dans les tracts du Front populaire. En revanche, c'est quand même les premières nationalisations. Alors oui, l'autre thème qu'on voit émerger, par exemple, dans les textes de Léon Blum et du Conseil d'État, c'est ce qui est monopole doit être public, qu'il n'y a aucune légitimité à ce qu'il y ait des monopoles privés. On verra que ça aura beaucoup d'influence sur qu'est-ce qu'on va rendre service public après. Donc, le 1937, création de la SNCF. C'est-à-dire là, on crée un monopole public unifié sur l'ensemble du territoire avec la création de la SNCF. On nationalise les industries d'armement, qui d'ailleurs, au passage, on en a reprivatisé pas mal, et on aurait mieux fait de garder des contrôles d'État sur un certain nombre de production d'armes, plutôt que d'aller chercher à l'étranger des bouts de machin, et puis maintenant, on ne peut plus les faire. Donc bref, donc tout ça, c'est les premiers concepts. Mais c'est à la Libération que la notion de service public se déploie. Et là, on passe à un concept beaucoup plus charpenté,
des idées beaucoup plus précises sur c'est quoi un service public. Un service public, c'est à la croisée de l'intérêt général, de la souveraineté nationale et de l'égalité d'accès des citoyens aux droits fondamentaux et aux services nécessaires à leur vie. C'est ces trois idées qui sont unifiées derrière le concept de service public. Et c'est ça qui faisait la force du concept de service public. Dedans, il y a une autre idée, il y a que pour un certain nombre de secteurs, ceux qui doivent garantir l'égalité d'accès, il faut mettre en œuvre des systèmes de péréquation tarifaire pour que tout le monde y ait accès, péréquation territoriale pour que les territoires qui sont moins riches, qui ont plus de difficultés, puissent en bénéficier aussi. Et il y a une autre idée qui est très importante, c'est que les profits qui sont faits, les bénéfices qui sont faits dans les services publics doivent être réinvestis pour améliorer, garantir la pérennité et l'évolution de ces services publics. Pas de ponction du capital sur ces services-là. Et c'est ça qui gêne les libéraux. Parce que dans toute l'après-guerre, on a toujours eu la droite qui disait c'est trop lourd, c'est trop coûteux, c'est soi-disant déficitaire, etc. Ce discours, c'était un ronron qu'on entendait. Mais c'est au moment du grand basculement libéral Reagan-Thatcher que là, on voit que l'attaque contre l'État, pour les dérégulations des services publics et l'abandon des services publics se développe. En même temps, les citoyens demandent de plus en plus. Parce que dans la même période, on voit qu'au-delà des services publics habituels, SNCF, le service public de la santé ça affirme de plus en plus comme un besoin. On voit que, par exemple, les collectivités locales, avec leur activité de périscolaire, de crèche, de toute une série des transports en commun, etc., au-delà de la SNCF, toute une série de services sont attendus par les citoyens dans cet esprit de service public. Donc il y a un double mouvement, contestation des services publics et attente des citoyens d'avoir des services publics plus larges. Et c'est là qu'on peut considérer que la gauche n'a pas été suffisamment résistante pour essayer d'éviter d'être embarquée dans cette dérégulation, même si la France est un des rares pays au monde qui a gardé beaucoup de services publics, si je puis dire, qu'a joué la montre, qu'a essayé de retarder tout le temps l'échéance. Mais l'échéance, elle arrive. Hein. On le voit sur l'énergie, on le voit sur le Gaz de France depuis KNG, etc. Petit à petit, on avait joué la montre, mais la montre nous a rattrapés. Hein. Et on en est là. Donc, comment nos services publics ont basculé, comment on a basculé vers une remise en cause de nos services publics, qui ont encore de beaux restes quand même. Il ne faut pas cracher dessus, parce que la grande mode, c'est de dire ça ne marche pas, ils ne sont pas bien, c'est trop coûteux, il n'y a qu'à mettre au privé. Hein. D'ailleurs, au passage, il y a des sujets où ils n'osent plus trop le dire. Parce que je me rappelle le moment des crèches. Quand on est maire, on t'expliquait qu'une crèche municipale, ça coûtait cher, tandis que si on faisait une crèche sous-traitée à des boîtes privées, ça coûtait moins cher à la commune. Vous avez vu le scandale de comment les gosses étaient traités dans les crèches. On nous fait le même bazar sur les EHPAD. Alors, je suis dans un département où le président du conseil général à l'époque, je pense que depuis c'est resté, se battait pour que les EHPAD soient publics, départementales, ou en tout cas but non lucratif. Mais là, regardez les EHPAD. On nous a dit, tu vois, c'est mieux le privé, gna gna, etc. Le privé, il fonctionne, 1, quand il y a des gens solvables qui peuvent payer, 2, quand c'est rentable, 3, quand ils profitent de la rentabilité du capital. Donc voilà, il ne faut pas se raconter ça. Il y a des secteurs où ce n'est pas dramatique, on ne va pas tout nationaliser. Mais quand on est dans le service public, on voit bien que c'est la qualité de service public, sa pérennité et sa capacité de se développer partout qui est en cause. Donc, je vais quand même revenir un peu sur les deux, qu'est-ce qui a érodé le service public et comment aujourd'hui on a de nouvelles attaques. Ce qui a érodé le service public, c'est à la fois les législations européennes et à la fois la rigueur économique, la pseudo-rigueur, l'austérité budgétaire. Toutes deux conséquences, il faut bien le dire, pour une large part, des choix européens. Alors, c'est trop injuste de dire que c'est que de la faute des Européens, parce que les Français, nos dirigeants,
ils avaient qu'à être beaucoup plus résistants, ne pas accepter toute une série de compromis. Et même sans dire on ne veut pas d'Union européenne, on n'était pas obligé de s'enquiller tout ce qu'on sait enquiller sur la remise en cause des services publics ou la fameuse règle d'or, qui est quasiment inscrite dans le TSCG, bon, et que les Allemands voulaient... Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas toujours compte à l'instant T des conséquences des politiques qui sont menées à un moment donné. C'est souvent en Europe, 10 ans ou 20 ans plus tard, qu'on voit les conséquences. Et c'est triste à dire, c'est que même quand on avertit les gens, eh ben pour une part, on dit oui, mais il faut quand même que l'Europe avance. Oui, mais tu comprends, l'Europe, c'est la paix. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore plus un vrai problème, mais bon. Tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent dans ces espèces d'aveuglement tête baissée dans un certain nombre de directions. Et pourtant, le peuple français avait quand même eu de l'intuition. Parce que je vous rappelle que le débat qu'on a eu, je ne parle même pas de Maastricht, mais déjà, c'était bon. Mais ce n'était pas tant sur le service public à Maastricht. C'était l'abandon de la monnaie, bon, ça. Mais au moment du projet de traité constitutionnel, toute la bataille, c'était non, la société ne doit pas être régie par la règle du tout concurrence, du marché libre et non faussé. La règle n'est pas le marché. Le marché est une part de notre vision économique, ça n'est pas la totalité de notre vision économique. Historiquement, la gauche française défendait ce qu'on appelait à l'époque une économie mixte, c'est-à-dire avec des services publics et de l'intervention publique, et de l'autre côté, le marché, plus ou moins régulé selon les circonstances. Et le jour où on a commencé à abandonner ce concept-là, c'est non seulement on a affaibli nos services publics, mais il faut bien le dire, c'est une part de l'identité républicaine française qu'on a abandonnée. Moi, je ne suis pas pour dire les Français, on a toujours raison. Mais je ne suis pas non plus pour que notre pays abandonne dans son identité ce qui a fait sa force, la conviction de son peuple. Et moi, je ne demande pas aux Allemands de faire des services publics à la française, mais je leur demande de ne pas m'imposer d'abandonner les services publics à la française. Or, il faut bien le dire, c'est plutôt ça qu'on a fait. Sous prétexte que l'Allemagne était plus dynamique, que bidule, machin, truc, muche, en réalité, ils sont mercantilistes. Ils n'ont pas du tout la même idéologie que nous sur le service public, le rôle de l'État. Bon, en plus, Hitler a un peu décrédibilisé l'État allemand, mais bon, c'est pas une raison, nous, on n'a pas choisi. Hein. Donc, tout ça pour dire que... Et c'était un ébranlement qui va au-delà de l'ébranlement du dysfonctionnement de nos services publics. Pourquoi les débats identitaires reviennent fort? Il y a certes la question de l'immigration, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il y a aussi l'idée que le modèle français, dans ce qu'il portait de cette aspiration du service public, de l'égalité, d'une répartition dans l'ensemble du territoire, que ce soit la ruralité ou la ville, il s'effilochait et qu'il était en déclin. Et qu'à partir de ce moment-là, les citoyens ont le sentiment d'être, disons, à rebours du progrès. Et ça développe toujours des réflexes négatifs et identitaires. Et la gauche, il faut bien le dire, une certaine partie de la gauche, je pense à toute la gauche qui a appelé à voter oui, mais aussi la gauche qui, je pense que François Hollande a une responsabilité. Ça a commencé au sommet de Lisbonne, sous Lionel Jospin avec Moscovici, qui a commencé à accepter les dérégulations de services publics. Et alors là, il y a eu, comme les Français résistaient, on nous a menti. Moi, j'ai voté contre toutes les dérégulations au Parlement européen. C'est simple, toutes. Mais à l'époque, on m'a dit, c'est pas grave, Marie-Noëlle, on va faire une directive cadre qui va protéger les services publics. Donc, le règle sera le marché. Bon, je disais, c'est mal barré déjà, mais bon, au moins, il y aura la protection. Eh bien, il n'a jamais eu lieu. Jamais eu lieu. Et elle n'aura jamais lieu. Parce qu'il y a deux visions de l'avenir du rôle du politique dans l'économie. La social-démocratie allemande et du nord de l'Europe, aujourd'hui comme hier, pense que dans l'économie, le marché est la règle et le rôle de l'État ou de la puissance publique, c'est pour réguler le marché, mettre des règles au marché. Et d'ailleurs, après, il dit il y a trop de règles, parce qu'évidemment,
à force de mettre des règles à tout, il y a trop de règles. Alors que l'idée française, c'était, il y a des activités qui ne procèdent pas de la loi du marché comme étant première, mais de l'intérêt général. Donc, soit c'est du secteur public, soit c'est du service public. Et à partir de là, eh ben, nous avons de l'autre côté le marché. Il y a toujours eu, ça n'a jamais été le Gosplan, ça n'a jamais été le goulag, ça n'a jamais été le monopole de tout en France. Hein. Quand les gens me disent oui, mais tu te rends compte, je dis, mais du temps de Gaulle, on était dans un carcan étatique, là. Non, mais racontez pas l'histoire. Bon, tout ça pour vous dire qu'on est toujours devant ce débat. On est toujours devant ce débat. Parce que même si Trump est en train de dire qu'il veut arrêter le libre-échange, et moi, je ne fais pas partie des gens qui chialent « Oh mon Dieu, on ne va plus avoir le libre-échange, que c'est triste ». Bon, ce qui est triste, c'est qu'il ne fait qu'à sa tête pour son intérêt et rien à cirer. Et que nous, au lieu d'être des niais à s'être trouvés tellement dépendants de tous les autres, qu'on est aujourd'hui bien en difficulté pour rebondir, mais il faut le faire quand même, il faut rebondir. Donc moi, je ne suis pas en train de pleurer sur « Ah mon Dieu, le libre-échange ». Alors c'est vrai qu'historiquement, on peut s'interroger sur le fait que quand il y a moins d'échanges commerciaux mondiaux, il peut y avoir des tendances à la décroissance mondiale. À vrai dire, il n'y a pas de certitude, hein, on a juste ces années 20 comme rapport. Mais par contre, au lieu de dire Trump, là, vive le libre-échange, non. C'est le moment au niveau de l'Europe de dire, mais pourquoi nous, en Europe, on se trouve dans une telle fragilité? Pourquoi on a tous nos modèles qui explosent? Eh bien, pour une raison simple, c'est qu'on a fait chez nous, comme avec l'extérieur, la règle du libre-échange partout. On a mis en concurrence les salariés, on a affaibli les capacités de l'État, soi-disant qu'en réduisant les déficits publics, on allait avoir de la croissance. On n'a jamais eu aussi peu de croissance sur une longue durée que depuis la mise en œuvre de l'euro. Et troisièmement, on devait être les meilleurs en technologie. Comme on réduit les crédits de la recherche, de la technologie et pour l'industrie, on se fait avoir sur tous les terrains. Et tout ça parce que les Allemands ont continué à avoir leur modèle, qui était un modèle industrieux où ils utilisaient la main-d'œuvre de Chine avec les trucs et le gaz russe qui coûtait pas cher et qui leur permettait d'avoir une compétitivité avec le prix du gaz russe. Et nous, les Français, vive les Allemands et autres. Vous avez remarqué qu'on ne parle plus de l'Europe sociale? Plus de l'Europe sociale. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas y croire beaucoup, mais au moins, on pourrait dire que des règles sociales minimales, qu'on doit converger, où il y a eu les montants compensatoires agricoles. Pourquoi il n'y aurait pas de montants compensatoires sociaux quand on voit le prix du salaire en Roumanie ou en Hongrie? Il faut arrêter les conneries, ou en Slovaquie. Tout ça pour dire que, vous voyez, que ce débat sur la nature de l'Europe, il est de nouveau devant nous, et contrairement à ce qu'on peut croire, je ne crois pas que spontanément, on va avoir une remise en cause du modèle de libre-échange généralisé en Europe et de concurrence comme étant la règle entre nous. Déjà, je vous passe sur l'armement, oui, je trouve normal d'acheter les Américains. Passons les deux. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que le débat sur les services publics, il n'est pas derrière nous. Il est devant nous. Il est devant nous concrètement sur des choses tangibles dont je parlais, mais il est devant nous politiquement, idéologiquement, de la même manière que l'État. Qu'est-ce que fait Trump? Il démantèle l'État. L'individu doit se démerder tout seul. C'est ça leur thèse. C'est la phase ultime du capitalisme tel qu'il l'imagine. Et c'est la même chose chez nous. Vous avez l'État, alors on a droit de nouveau à toutes les attaques. Il y a trop de fonctionnaires. Heureusement, dans les sondages, il n'y a que 50% de Français qui trouvent qu'il y en a trop. Moi, perso, déjà, je trouve que c'est pas si mal vu l'intox qu'on nous fait à longueur de journée. Mais quand même, il y en a quand même 50% qui trouvent qu'il y a trop de fonctionnaires. Alors, dès qu'on leur demande lesquels, ils ne savent pas. Et par contre, il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de gendarmes, il n'y a pas assez d'instituts, il n'y a pas assez dans les hôpitaux publics, il n'y a pas assez de gens à l'ONF. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire qu'on va avoir cette attaque sur l'État avec cette pseudo-règle de l'austérité budgétaire qui va être le système de cisailler le fonctionnement des services publics et du rôle de l'État.
Et là, il faut absolument que la gauche, on se ressaisisse. D'abord, il y a un argument fort qu'il faut continuer à donner, c'est qu'on a vidé les caisses de l'État par des avantages au capital, et je dirais même pas aux entreprises, parce qu'au bout du bout, c'est les détenteurs du capital des entreprises qui en ont été les bénéficiaires, sans qu'on ait objectivement une amélioration ni de notre balance commerciale, ni sérieusement du chômage, parce que quand vous enlevez l'apprentissage, les chiffres du chômage ne sont pas si mirobolants que ça, vu les milliards qu'on a mis dedans, et vous êtes devant une stratégie économique qui n'est anti-croissance. Donc quand vous mettez le tout, c'est là qu'on aurait besoin d'une Europe qui ait une stratégie de croissance, avec son marché intérieur, d'améliorer le niveau de vie des catégories de l'Est de l'Europe, permettre de justement qu'on se développe, qu'on se réindustrialise. Niet, la réindustrialisation, c'est du pipeau. On est de nouveau, vous avez vu Vancorex, 300 millions, on n'est pas capable de les trouver, alors qu'ils produisent du chlore pour les sous-marins nucléaires et tout le Bataclan. C'est vraiment terrifiant. Bon. Donc, on est devant une offensive qui n'est pas neutre, qui est politique. Et on a parfois l'impression que la gauche est comme tétanisée par ses divisions, parce qu'elle ne veut pas reprendre le poids du débat politique de fond sur comment on redresse les services publics. Alors, d'abord, il faut quand même voir que, comme tu le dis, les services publics, globalement, eh ben, alors que la population française a augmenté de 20%, toute une série de services publics ont vu leur implantation et leur impact baisser massivement. C'est vrai à peu près sur tout le territoire, mais prioritairement dans les secteurs ruraux et villes, petites villes, et dans les quartiers des métropoles, les quartiers les plus populaires des métropoles. Ces deux pôles de la société française sont les premières victimes de cela. Alors avec des situations différentes, parce que dans les métropoles, il y a quand même parfois des villes riches qui permettent de faire que par la péréquation, on arrive quand même. Et en ruralité, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, il y a un étalement. Deuxièmement, aujourd'hui, quand on interroge les Français, ce que tu as dit sur les France Service, là, quand même, la grande majorité des Français pensent que c'était un peu inéluctable, que l'administratif, même si on en voit le côté négatif, ils pensent que c'était inéluctable, qu'on ne nous laisse plus des bureaux de poste où il y avait 4 poulets, 5 tondus qui venaient. Bon. En même temps, et de ce point de vue, le regroupement, il faut quand même être honnête, il y a quand même de moins en moins dans la poste. Bon. En revanche, il y a d'autres besoins auxquels on n'a pas répondu. Tu dis, on n'a pas de... Alors toi, tu as de la chance, enfin, tu as une infirmière, mais on a besoin de tas d'emplois, de services, de médecins, de soins, par exemple, qui auraient dû être au rendez-vous, qui n'y sont pas. Les emplois pour accompagner le vieillissement ne sont pas à la hauteur des risques et des besoins du vieillissement. Donc, on a continué à restructurer ces secteurs administratifs, avec quand même le gros problème de la numérisation pour une partie de la population. Et un deuxième sujet, c'est quand on a fait des enquêtes sur les centres France Service, là, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il y en a un, et encore moins où se trouve celui qui est proche de chez eux. Donc, un, des services publics qui sont clandestins pour une partie des gens. Deux, la numérisation qui est quand même un sentiment de dépossession pour une partie de nos concitoyens. Et pas que moi-même, la première chose, quand on commence à me dire qu'il faut faire un code, un machin, bon, je le fais, et pourtant j'ai l'habitude de... Mais il y a quelque chose comme une espèce de résistance. J'aime mieux avoir un contact humain. Bon, tout ça pour dire que ces évolutions-là, elles étaient un peu inéluctables. Mais il faut quand même voir que si elles ont lieu, c'est un peu le serpent qui se mord la queue sur un sujet qui est l'aménagement du territoire. Parce que le dépérissement de nos services dans les zones rurales et petites villes sont corrélatives à la désindustrialisation et à l'hypermétropolisation du pays. Nous sommes le pays de l'OCDE qui s'est plus métropolisé dans tous les pays de l'OCDE dans les 10 ans qui viennent de se passer.
alors que quand on voit nos campagnes, la beauté, tout le monde dit c'est beau la France, eh bien on s'est plus métropolisé que les autres. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est plus désindustrialisé et plus tertiarisé. Il y a un corrélatif entre les emplois de tertiaire qui ont besoin de plein de clients, machin, à proximité, donc métropolisation, et la désindustrialisation qui, dans notre pays, était souvent dans des petites villes, dans des territoires semi-ruraux, qui irriguaient les campagnes. Et c'est une espèce de serpent qui se mord la queue, parce que comme les usines et les emplois ne sont plus là, les services ne sont plus là, et comme les services ne sont plus là, les entreprises ne viennent plus, les citoyens ont du mal à habiter, reste une partie des retraités, ou pas suffisamment de dynamisme collectif. Donc je pense qu'on ne sauvera les services publics en ruralité de manière forte que si on a une politique volontariste d'aménagement du territoire qui marche sur ses deux pieds, réindustrialisation, réaménagement des emplois sur les territoires et accompagnement de services publics de qualité. La deuxième chose, c'est quand même que quand on fait le tour des services publics, les services publics où unanimement les Français pensent que la dégradation est terrifiante, c'est l'école et la santé. Alors la sécurité, oui, mais tu vois, ils le mettent moins, quand tu fais les sondages, ils mettent comme un thème sécurité, mais moins comme une crainte majeure quant à la présence des services publics, tu vois. Peut-être que dans leur tête, c'est pas la présence des services publics qui change, mais en tout cas, santé, éducation, c'est la grande peur de nos concitoyens sur les services publics. Et ça veut dire qu'il faut y mettre le paquet. Or, tous les débats qu'on va avoir, c'est austérité budgétaire. On ne peut pas, la France est endettée, la France a un déficit. Alors, il y a plusieurs raisons à notre déficit. Et c'est là où c'est compliqué parce que pour réduire le déficit de demain, il faut accepter de dépenser parfois plus aujourd'hui, mais le faire bien, le faire bien. Premièrement, sur l'éducation, on a entre guillemets une certaine chance, c'est que le nombre d'élèves va baisser. Donc, on fait avec ce qu'on a. Je vois, tu n'as pas tort de dire, oui, c'est bon. Le nombre d'élèves va baisser. Donc, justement, ce n'est pas le moment de baisser les moyens de l'école. C'est plus facile de maintenir un niveau d'engagement financier que d'augmenter encore les dépenses. Donc, premièrement, ce qu'il faut exiger, c'est la sanctuarisation des crédits de l'école et des postes d'éducation, parce que cette baisse des élèves doit être l'occasion d'améliorer la présence sur le territoire et la qualité de l'éducation. En revanche, la dépense éducation doit augmenter pour une raison simple, c'est que nos enseignants ne sont pas assez payés, ne sont pas suffisamment bien formés et ne sont plus suffisamment respectés dans la société. Et ça va de pair. Quand vous avez des petits salaires, et quasiment, je ne dis pas au SMIC, mais parfois pas loin, et ben vous n'avez pas la même reconnaissance sociale dans une société que quand vous avez un niveau de cadre moyen, etc. Parce que les symboliques dans les sociétés, et puis le sonnant et trébuchant, ça compte. Or, les études montrent que, par exemple, dans les autres pays européens, le niveau de salaire des enseignants est assez corrélé à la réussite scolaire. Alors, ce n'est pas automatique, hein, il y a des profs qui sont bien payés, qui sont nazes, mais globalement, le système lui-même, donc on a là un impératif majeur qui est de donner à l'école les moyens de retrouver sa capacité à combattre les inégalités sociales, redonner un niveau scolaire aux élèves. Alors, il y a des grands débats. Est-ce que le niveau a baissé? Bon. Mettons quand même qu'on se remette dans le peloton de PISA. Alors, je sais bien, PISA, c'est bon, il faut bien prendre un truc, mais au moins avoir quelques indicateurs où on voit qu'on remaîtrise bien l'écrit, on remaîtrise bien la lecture, on a des raisonnements qui se tiennent, parce que quand même, je ne sais pas, peut-être c'est mon côté prof hein, qui me fout en colère, mais des fois, on ne peut pas dire que la logique soit développée dans l'esprit de nos concitoyens. Hein. La relation cause à effet, il y a un vrai problème de conscience, comment dire, de réflexion autonome des gens. Et les réseaux sociaux n'arrangent rien. Mais ce n'est pas à dire c'est de la faute aux réseaux sociaux, c'est comment on fait
pour armer nos enfants à être des citoyens qui réfléchissent, qui ont de la logique dans leur pensée, qui ne se laissent pas intoxiquer par le premier fake news venu et qui, par ailleurs, savent s'exprimer, etc. Ça, c'est vraiment le grand service public à tenir. Le deuxième, et ça, les Français sentent qu'il faut y mettre le paquet. D'ailleurs, de ce point de vue, il y a quand même des marges de manœuvre quand on dit qu'il n'y a pas d'argent. Ben, vous savez qu'aujourd'hui, une école privée qui n'a que des enfants riches, parce que tendanciellement, ce n'est pas le cas partout, mais enfin, tendanciellement, ils sont plutôt des enfants dont les revenus des parents, sociologiquement en tout cas, est assez aisé. Et il n'y a pas de mixité, très peu de mixité sociale. On vous en sort toujours une ou deux en exemple. Eh bien, ils sont financés comme les écoles publiques. Ça va pas. Alors, on ne va peut-être pas rallumer la guerre scolaire, parce que ce qui est compliqué avec la guerre scolaire, c'est que quand l'école publique fonctionne bien, c'est pas dur de faire la guerre scolaire. Moi, j'étais dans un petit village. À l'époque, il y avait encore des écoles primaires catholiques dans 2500 habitants, sur le territoire de Belfort. C'était la guerre, c'était comme la guerre des boutons. La maîtresse, elle me disait, nous, il faut qu'on soit meilleur qu'eux, et il faut qu'on soit au concours. On avait des concours d'entrée en 6e encore. Il faut qu'on soit devant l'école privée. Et ce qui est vrai, c'est que petit à petit, l'école publique, c'était meilleur que l'école privée. Donc même les gens riches, ils mettaient leurs gamins. Mais quand l'école publique est en crise, réouvrir la guerre scolaire, c'est compliqué parce que les gens, ils ont l'impression que la bouée de sauvetage qu'est l'école privée, on va les en déposséder. Donc la meilleure méthode, c'est d'y aller progressivement. Et pour y aller progressivement, c'est de dire on finance en fonction de la mixité sociale. C'est un critère. Et bien, comment elle s'appelle, Saint-Dominique de Neuilly, là, très peu de subventions. Et les écoles qui ont de la mixité, davantage. Et d'ailleurs, ce critère de mixité, on ferait bien de regarder aussi dans l'école publique, hein, parce qu'il y a les écoles de Paris, alors ils ont fait des efforts dans l'école à Paris de mélanger davantage. Mais même en banlieue, moi je vois bien, selon si vous êtes à Sceaux, à Marie Curie, ben, vous n'avez pas tout à fait les mêmes chances qu'au lycée Clément Ader d'Atis-Mons. Bon, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des marges de manœuvre qu'il ne faut pas sous-estimer, même dans l'éducation nationale. Deuxièmement, on finance le soutien scolaire avec les aides fiscales, là, vous savez, comme un employé de maison. Quand votre gosse fait des soutiens scolaires avec Academia, eh ben, vous avez un allègement fiscal. Alors bon, c'est la même chose. Quand les gosses ont des difficultés, les parents disent, ben, au moins ça les aide. Mais franchement, on devrait quand même plutôt mettre cet argent à faire du soutien dans l'école publique, plutôt que d'avoir des avantages fiscaux pour faire fonctionner Academia, dont la qualité des animateurs n'est pas toujours non plus mirobolante. Donc, il y a des marges de manœuvre à se redonner, indépendamment même de la macroéconomie, où il faut qu'on reprenne des impôts sur le patrimoine. Impôts sur le patrimoine, pourquoi j'en parle? Parce qu'un de nos thèses, c'est dire le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Eh bien, ceux qui en ont du patrimoine, beaucoup, ils pourraient payer pour que le service public soit meilleur. Parce qu'on a connu, depuis ces fameuses dérégulations libérales, un basculement massif de la richesse publique vers la richesse privée, accumulée par un nombre de gens de plus en plus limité. C'est ça le grand bouleversement qu'on a. Ce n'est pas les services publics qui sont des feignants, qui ne savent pas s'organiser, qui n'y a rien. Il y a ici ou là des choses à revoir. Mais le grand basculement, c'est ça. Le deuxième basculement, c'est que depuis 2015, on n'a pas augmenté la part des dépenses pour les services publics dans le budget de l'État. On a augmenté les allègements fiscaux et la valorisation des aides au capital. C'est ça le grand mouvement. De la même manière, quand on vous dit il y a de plus en plus de fonctionnaires, eh bien non. La part de fonctionnaires, quand vous prenez le total de l'emploi public-privé, la part des emplois publics n'a cessé de baisser depuis 10 ans, au détriment des emplois privés. Alors, on ne va pas se plaindre qu'il y ait des emplois privés, mais ça dépend lesquels. Parce que quand vous transformez
un fonctionnaire en vacataire ou en contractuel, ou que vous sous-traitez à une entreprise la cantine, le machin et truc, ben vous transformez un fonctionnaire en emploi privé. Est-ce que pour autant le service est meilleur et la nation fonctionne mieux? Non. Et de ce point de vue, je vous mets en garde contre les comparaisons internationales. Ça, on y a droit depuis 20 ans. En Allemagne, j'ai encore vu ce matin JDD, la voix de son maître, JDD, il y a beaucoup trop de fonctionnaires en France comparé en Allemagne. Sauf qu'en Allemagne, les hôpitaux, eh ben, ils ne sont pas publics. C'est les églises, les machins religieux, les fondations, les choses comme ça. Donc tous les emplois dans les hôpitaux ne sont pas comptés comme fonctionnaires en Allemagne. Ils sont comptés comme emplois privés. Mais quand vous faites le total des dépenses de santé de la France par rapport à l'Allemagne, on en dépense plutôt moins. D'ailleurs, ça prouve qu'il faudrait encore sans doute en dépenser plus, notamment pour nos hôpitaux. Donc, vous voyez, ce genre de comparaison, il faut s'en méfier, comme de l'an 40, comme on disait dans mon village. Il faut s'en méfier parce que c'est souvent le prétexte à justifier les reculs. Et ça n'est pas vrai que la France est suradministrée. Même la Commission européenne, dans ses bilans de comparatifs, elle nous met dans la moyenne légèrement haute, en administration, services publics, etc. Très loin devant les pays d'Europe du Nord et quasiment à égalité avec des pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, nous ne sommes pas suradministrés, surbureaucratisés, etc. Sur la santé, le sujet est beaucoup plus lourd et beaucoup plus complexe. Parce qu'on va avoir affronté le vieillissement, ça est inéluctable, et tant mieux, on ne va quand même pas souhaiter qu'on meure plus tôt. Deuxièmement, l'amélioration des techniques, on soigne mieux les maladies, donc elles coûtent plus cher. C'est sûr que les soins actuels coûtent plus cher. Et c'est vrai que c'est pas vrai qu'on va pouvoir maintenir les dépenses de santé au niveau où elles sont. D'ailleurs, au passage, les deux grands budgets qui ont chuté depuis que Macron est là, c'est le budget de la santé et le budget du logement. Ils ont un peu requinqué le budget au moment du Ségur, mais globalement, les deux grands budgets qui ont été, disons, baissés, c'est ces deux-là. C'est quand même le compte pour la santé. Avec l'argument prétexte tous les quarts d'heure, oui, mais vous comprenez, avec le numerus clausus, oui, enfin ça commence à faire parce qu'on va faire 10 ans maintenant. Donc 10 ans qu'il est là, c'est le temps pour former un médecin. Bon, et les infirmières, c'est moins long que les médecins. Donc si on a de la pénurie de médecins et d'infirmiers et de paramédicaux, c'est quand même parce que la puissance publique ne s'est pas donné les moyens d'en former suffisamment. Trop content d'aller chercher des médecins venant des pays qui eux-mêmes ont formé ces gens, on aurait bien besoin, évidemment on les paye un peu mieux, mais un peu moins bien que les médecins français. Bonjour la République française comme image. En tout cas, c'est un enjeu vital, si je puis dire, de remettre notre système de santé en état. Alors j'ai cru comprendre qu'enfin, Bayrou accepterait l'idée qu'on oblige les nouveaux entrants, les jeunes médecins, à s'installer dans des territoires qui ne sont pas surdotés. On ne va pas encore choisir où on les met, mais ils ne pourront pas aller là où il y en a déjà trop, entre guillemets, trop, parce que bon, ça devrait améliorer un peu les choses, mais sans régler. Il faut certainement aussi favoriser les pratiques. Il y a de plus en plus de médecins qui veulent être salariés, et donc une partie des médecins rechignent à ça, et les centres de santé, dans certains endroits, quand les médecins sont salariés, on trouve des médecins. Mais c'est vrai aussi que ça dépend de l'éloignement des centres-villes, ça c'est vrai. En tout cas, l'hôpital public, lui, il est quand même à bout de nerfs. Vous avez vu les mouvements là sur les suicides. On a, comme disait, c'était toi qui travaillais avec France Télécom, on est en train de vivre dans l'hôpital des choses semblables à ce qu'il y avait à France Télécom. Le management devient tellement dur,
les gens craquent, etc. Là, c'est vraiment gravissime. Ça veut dire qu'il faut mettre les moyens et il faut changer la méthode de management dans les hôpitaux. D'ailleurs, d'une manière générale, le corollaire à cette baisse des dépenses publiques, ça a été le management à l'américaine, le management comparable au privé. Et donc, avec les mêmes critères, sauf qu'on n'a pas les mêmes besoins et que la population, elle, celle qu'on reçoit, elle a des besoins parfois encore plus lourds que dans certains secteurs du privé, comme je pense à l'hôpital. Entre le public et le privé, il y a des grosses différences de gens qui viennent à l'hôpital. Alors, le paiement à l'acte, on avait dit qu'on le remettait en cause. Ça a l'air d'être marginalement remis en cause, c'est toujours pas fait. Or, c'est vraiment un système où ils passent leur temps à faire du reporting. Quel acte tu as fait, il est codé combien et machin. C'est presque plus long que l'acte qu'ils ont fait. Deuxièmement, dans les hôpitaux, c'est de plus en plus les financiers qui commandent et pas les équipes. Alors, c'est vrai que pendant un moment, c'était les mandarins. Mais on peut quand même démocratiser le système en faisant que les soignants soient quand même prioritaires dans les arbitrages par rapport aux stricts financiers. Pour vous donner à quel point nos financiers dans les hôpitaux sont parfois spéciaux, il se trouve que j'étais à une campagne électorale à Morlaix. À l'époque, Marie-Lise Lebranchu était ministre de, je ne sais plus de quoi, mais bon, bref, peut-être bien de la santé. Non, elle n'était pas. Oui, fonction publique. Fonction publique. Marie-Lise, elle me... Et je reçois les gens de l'hôpital de Morlaix qui venaient me voir, qui m'expliquent, bon, ils avaient besoin de poste, de machin. J'appelle Marie-Lise, je lui dis, mais c'est chez toi, Marie-Lise, mais t'as vu dans quel état ton hôpital? Même quand ils ne pouvaient jamais faire grève, parce qu'ils n'étaient jamais au-dessus du seuil de, vous voyez, de minimal qu'il faut être pour... bon. Et donc, comment? Je lui dis, mais ça ne va pas du tout. Elle me dit, bon, écoute, je vais voir. Je la rencontre quelques semaines plus tard. Elle me dit, ah, j'ai obtenu une rallonge pour Morlaix. Tu peux leur dire. Je téléphone. Coucou. Alors, la rallonge est arrivée. Oui, elle est arrivée, mais notre directrice a décidé qu'elle allait désendetter l'hôpital. C'est-à-dire, elle n'a pas mis le fric pour améliorer le service. Elle a désendetté l'hôpital. Moi, je veux bien l'autonomie des établissements, quoi. Mais au bout d'un moment, ça suffit. Il faut qu'il y ait un pilotage démocratique. Alors, normalement, il y a les élus, mais il y a vraiment un problème de pilotage des hôpitaux publics. Donc ça, c'est vrai, mais ça veut dire qu'il faut plus d'argent. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Je serai très long parce que s'il y a tellement de services publics qui ne vont pas, on va plutôt échanger, ça va être plus riche. Je voudrais vous dire un truc sur... je pense que la gauche, il faut aussi se rendre compte que les choses vont changer, qu'il y a des moments où il faut changer de paradigme. On ne peut pas être simplement, il en faut plus de partout, machin. Oui, il en faut plus, mais comment? Moi, je pense que la période de sécurité sociale qui a été fondée par l'idée du salaire différé. Après-guerre, on a dit la santé, les allocations familiales, la retraite et le chômage, c'est du salaire différé. On cotise en salaire différé. Ce qui veut dire quand même qu'on fait peser sur le travail quand même le gros du financement, du gros de la protection sociale. Ça pose quand même malgré tout un problème. D'ailleurs, on le voit à longueur de journée, on nous dit, bah oui, mais le salaire direct n'augmente pas. Bon, on connaît la Libye du patronat, il y a toujours trop de ça. Mais néanmoins, c'est vrai quand même qu'on est en grosse pesée, et surtout, s'il faut encore en dépenser plus pour la santé. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à l'idée suivante. Dans la protection sociale, il y a des choses qui sont incontestablement du salaire différé. C'est les retraites et le chômage. Parce que la retraite, c'est important que ça reste du salaire différé, parce que ça devrait au contraire redevenir de la gestion paritaire, comme étant du salaire différé. Parce qu'on a cotisé pour sa retraite. Bon, alors évidemment, l'État doit garantir pour les gens qui n'avaient pas travaillé. Bon, ça, mais le gros, c'est ça. Le chômage, ben, c'est une assurance collective et mutualisée. En revanche,
À l'origine, la dépense de santé ne touchait pas toute la population. La Sécu, c'était essentiellement les salariés. Petit à petit, c'est devenu, et c'est normal dans notre République, comme c'est un droit universel qu'on doit garantir à tous et un accès le même à chacun aux mêmes conditions de soins, à chacun selon ses besoins, il me paraît qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est, étant un droit universel, ça doit être financé par un impôt dédié et pas seulement par une contribution sur le travail. Alors, un impôt dédié, ça ne veut pas dire que les entreprises n'ont pas leur part à prendre dans cet impôt dédié. Mais ça peut être aussi une part sur le patrimoine. Je parlais de l'impôt sur le patrimoine. Ça peut être sur d'autres critères. Mais un impôt dédié pour la santé, parce que sinon, on aura beaucoup de mal à résister à ces deux tensions. Les Français qui disent on prélève trop sur le travail, du coup nos salaires ne suivent pas, même s'ils sont conscients que le patronat rechigne, ils ont l'impression qu'on ne va pas gratter beaucoup là-dedans. Et de l'autre côté, le besoin d'augmenter les dépenses de santé. Et l'avantage d'un impôt, c'est aussi qu'il peut être progressif, ce qui n'est pas une cotisation sociale. Elle est proportionnelle au salaire, mais pas progressive. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, parce que sinon, on va avoir beaucoup de mal à être crédible sur les besoins d'augmenter des ressources pour les dépenses de santé. Je mets dans le même bateau les allocations familiales, que je considère comme n'étant plus du salaire différé. C'est des politiques d'accompagnement de la famille, des enfants, qui pourraient être là aussi financées par l'impôt. Mais en changeant ce paradigme, ça nous oblige à réfléchir à comment on finance nos services publics. Ça ne peut pas être une grande boîte où on met 630 milliards pour les services publics. Oui, d'accord. Mais ils sont gérés lesquels? Ils sont gérés comment? Comment on mesure leur efficacité au sens de réponse aux besoins des citoyens? Il faut se réapproprier le débat sur les services publics. Et dans ces services publics, il y a la sécurité, il y a la justice. Alors là, pour le coup, on est sous-doté en juges. On dirait qu'il y a des fois, les juges ne sont pas toujours très malins. Mais bon, néanmoins, je ne suis pas sûre que c'était très malin d'aller me foutre les Algériens juste en prison le lendemain où on a signé un accord. Ils auraient peut-être pu attendre une petite quinzaine, je ne sais pas quoi. Ça faisait un peu provoque. Mais bon, et la justice est indépendante, elle agit. Tout ça pour dire qu'on manque de juges, ça énormément. Sur la gendarmerie et la police, on regarde la situation. On ne peut plus faire comme avant. Et c'est là où tu as raison. Ces systèmes de financement croisé des services publics, ça devient insupportable. Pour avoir au lieu d'avoir un France Service, tu vois, par exemple, dans un quartier d'Athis-Mons dont j'étais la maire, et bien dans la politique de la ville, il fallait que je paye le local pour l'antenne. D'abord, j'ai payé le local. Après, j'ai payé la moitié du temps de la dame qui faisait l'accueil de l'antenne postale. Alors, tu me diras, on a fait notre mini France Service parce qu'on a fini par lui donner des tâches municipales d'accueil des gens pour la cantine. Enfin bon, tout ça pour dire que globalement, c'est devenu un vrai foutoir. Et qu'au moins pour les tâches régaliennes, il faut que le territoire soit doté de manière équitable et égale. Je n'ai jamais pu savoir, dans ma commune d'Athis-Mons, 30 000 habitants, combien j'avais de policiers objectivement affectés en comparaison des autres villes. C'est-à-dire quel est le ratio du nombre de policiers par habitant. Alors on peut dire que ce n'est pas la même chose selon les territoires, mais il y a des cadres, quoi. Ben non, je ne savais jamais. Et les 3/4 de ces postes n'étaient pas pourvus. Parce que, par ailleurs, la situation des fonctionnaires s'est tellement détériorée qu'il y a toute une série d'endroits où on ne pourvoit plus les postes. D'ailleurs, souvent, moi, quand les gens me disent « Oui, tu te rends compte, les régimes spéciaux de la SNCF », ben, je lui dis « Mon gars, t'as qu'à devenir cheminot, hein. Il n'y a personne qui veut. Il n'y a de nouveau plus personne dans les concours. Les enseignants, c'est feignant. Ben, disons, vas-y. Plus personne ne veut être enseignant. Même dans les crèches, on ne trouve plus des personnels pour travailler dans les crèches.
parce que notre société est devenue difficile. Tous les emplois qui sont en lien avec cette espèce de malaise larvé de la société, cette tension qu'il y a entre les citoyens et parfois les institutions, mais parfois entre eux, et ben c'est souvent les fonctionnaires qui, les élus locaux et les fonctionnaires qui portent sur leurs épaules. Et toute une série de postes aujourd'hui ne sont plus pourvus. Donc il faut revaloriser la fonction publique. Tout ce que je vous dis là, ça va quand même beaucoup à rebours de l'idéologie qui est tendanciellement portée par les médias, portée par la droite qui relève la tête et l'extrême droite qui pense que la Deuxième Guerre mondiale c'est fini, le contrat social de cette période c'est usé, vive le libéralisme, vive la concurrence, vive l'individualisme. Alors on appelle ça l'autonomie de chaque personne, mais mon œil, on est autonomie de façon très différenciée selon son pouvoir d'achat et son niveau culturel. Donc tout ça pour dire que le concept d'égalité, l'État remis en cause sous prétexte qu'il y a trop de règlements, oui, il y en a trop. Oui, il y en a trop. Mais pourquoi il y en a trop? Alors là, je l'ai vu pile avec les directives européennes. Quand vous n'avez pas d'intervention directe, vous codifiez ce que les autres doivent faire pour ne pas rompre la concurrence. Donc, il faut avoir les mêmes normes pour ne pas rompre la concurrence. Et alors, il y a toujours plus de normes parce qu'il y a toujours plus de mécanismes qui peuvent rompre la concurrence. Et donc, on produit de la norme. Alors, il y a de la norme environnementale, il y a quasiment plus de normes sociales. Dans ce qu'on entend, là, vous n'entendez pas beaucoup les droits des salariés et tout ça. Donc, en tout cas, plus le système est libéral, plus il produit de la norme. Plus il produit de la norme, plus il dit l'État est lourd et nous gêne, et plus il entretient l'idée qu'il faut remettre en cause l'État et les services publics. Cette spirale, il faut qu'on la conjure. On a quelques points d'appui. Les Français sont encore attachés à leurs services publics. Ils ne contestent pas le principe des services publics, ils trouvent qu'ils ne fonctionnent pas assez bien. Bon. Deuxièmement, les Français sont attentifs à la reconquête de leur souveraineté. Les sondages sont clairs, ils considèrent qu'il faut qu'on réindustrialise le pays, qu'on reprenne en main un certain nombre de choses. Et rappelons-nous aussi que les services publics sont des éléments de compétitivité. Dans les sondages, où il y a une vingtaine d'années, on demandait aux gens pourquoi les étrangers, pourquoi vous venez en France? Jamais ils vous disaient pour les avantages fiscaux. Alors vous me direz que s'ils le pensaient, ils ne le disaient peut-être pas. Mais indépendamment de ça, la qualité des services publics, Internet partout, la poste, les routes, les services publics, aux entreprises qui fonctionnent bien et qui, pour une part, fonctionnent encore bien. Pas exagérer. Même nos impôts, dont on dit beaucoup de mal, franchement, nos déclarations d'impôts, ça s'est quand même vachement amélioré. Alors, surtout si on n'a pas grand-chose à déclarer, ça va vite. Mais même pour les autres, c'est déjà pré-rempli, etc.